Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur les regards, les approches, les perspectives autour de la lutte contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Je suis Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise depuis 2017. Je suis également... merci. Je suis également membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ouais, la commission des lois. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de quoi, parce que la commission des lois, justement, je voulais dire, c'est la commission qui traite de beaucoup de sujets dont on va parler ici, en fait, qui devrait les traiter, et mieux les traiter qu'elle ne le fait, sur les questions de justice, police, droits et libertés fondamentales. Donc, depuis cette année, à l'initiative de notre groupe parlementaire, je suis présidente du groupe d'études sur le racisme et les discriminations raciales ou religieuses qui a produit plusieurs auditions que je vous invite à aller voir sur le site de l'Assemblée nationale. Je suis très heureuse d'être entourée par les trois intervenantes qui vont introduire cette discussion qui est essentielle pour nous à la France Insoumise dans le cadre de ces amphis 2025. C'est une thématique, si vous êtes là depuis jeudi, peut-être déjà eu l'occasion de participer à l'atelier que nous avions animé avec Iman sur race, racisme et antiracisme. Il y en a eu un autre sur la question de l'islamophobie, sur la question de l'antitiganisme. Et donc la thématique de la lutte contre le racisme, l'analyse des mécanismes, des dynamiques dans nos sociétés du racisme est une thématique pour nous centrale et stratégique, et particulièrement sur ces deux questions, sur ces deux formes de racisme que sont l'antisémitisme et l'islamophobie, dont il nous semblait, en s'inspirant très largement de l'ouvrage de Rezi Zia Ibrahimi, sur justement les parallèles, les similitudes que l'on peut analyser et dont on peut tirer des enseignements entre ces deux formes de racisme, dans le contexte de la France de 2025, où, pour mettre en perspective ces deux questions de l'antisémitisme et de l'islamophobie à front renversé, disent aussi de la stratégie des classes dirigeantes, c'est-à-dire en donnant l'apparence sur la question de l'antisémitisme, de mener la lutte institutionnelle, on va dire, la plus vocale, la plus active, et à contrario sur la question de l'islamophobie, le déni le plus appuyé. L'une et l'autre attitude des pouvoirs dominants et de ce gouvernement en particulier ne servent en vérité qu'à alimenter directement l'islamophobie, parce que c'est un outil politique, mais aussi l'antisémitisme, et c'est un des éléments qui nous semble important dans les raisons pour lesquelles nous voulions faire cette discussion. C'est justement de montrer comment, au-delà des apparences et surtout du discours dominant, c'est bien aujourd'hui les pouvoirs, les gouvernements et des forces politiques qui alimentent l'antisémitisme en alimentant et en produisant l'islamophobie, et qui a un enjeu justement à approcher ces deux formes de racisme et de manière plus générale le racisme comme une structure, un système qui s'alimente mutuellement, dont les formes s'alimentent mutuellement, et donc l'exigence absolue de notre part qui portons la nécessité de lutter contre le racisme, d'éradiquer ces formes d'oppression comme d'autres formes d'oppression dans le cadre de notre stratégie d'unification du peuple et d'unité populaire, de comprendre les interactions qu'il y a entre ces deux formes et les interactions qu'il y a dans les stratégies de division autour de l'antisémitisme et de l'islamophobie, et donc d'envisager la lutte de manière convergente entre ces différentes formes. Je vais, sans plus tarder, laisser la parole à nos brillantes intervenantes, que je remercie énormément d'avoir accepté
de participer à cette conférence, de nous éclairer de leur analyse, expérience, expertise, et qui vont chacune avoir un premier propos liminaire et qui permettra ensuite, je pense, de donner des billes, des bases, des éléments peut-être de réaction, des accords dans le débat que nous allons avoir maintenant. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Karima Diresh, qui est historienne, spécialiste des judaïsmes maghrébins, de l'histoire coloniale et des questions migratoires. Vous travaillez, Karima, depuis longtemps sur les processus historiques de marginalisation et de minorisation, et également vous êtes intéressée aux polarisations postcoloniales en France, sur l'islam et leurs héritages impériaux. Et donc vous allez, je crois, nous éclairer sur les dynamiques particulières à ces populations juives et musulmanes en contexte français contemporain et ce qu'on peut apprendre de cette longue et riche histoire. À vous la parole, Karima. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreux. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction. Alors, moi, je vais peut-être faire quelque chose, comment je dirais, en bonne historienne que je suis, tracer un peu le cadre historique, justement, de ces relations entre juifs et musulmans dans la France d'aujourd'hui. Et ces relations entre juifs et musulmans ont une histoire qui plonge, en fait, dans l'histoire coloniale et une histoire qui plonge aussi dans une histoire de l'autre côté de la Méditerranée, qui est la rive sud de la Méditerranée et les pays du Maghreb. Je vais partir alors évidemment, je vais partir du 7 octobre 2023, bien évidemment, puisque cet événement a fait en sorte que ces relations entre juifs et musulmans ont été sous tension. Vous savez que ce moment-là a réveillé des émotions très vives chez les juifs et musulmans en France, qui ont fait craindre justement l'émergence, je dirais, de tensions, on dirait presque, alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup, intercommunautaire, mais plutôt interreligieuse. Et on a bien vu même que sur le terrain de l'interreligieux, le dialogue qui est construit depuis très très longtemps en France a été éprouvé, mais fondamentalement éprouvé et altéré par des lectures très différentes de cet événement. Et l'onde de choc était absolument immense, puisque le traumatisme des pogroms et de l'extermination des Juifs d'Europe a refait surface, et les destructions massives et ces dizaines de milliers de victimes à Gaza qui se sont données à voir quasiment en direct ont entraîné une impuissance, une colère, une indignation très forte du côté, je dirais, pas que musulman bien évidemment, mais en fait on a bien vu une polarisation qui a été extrêmement différente là-dessus. Et moi, il faut s'interroger pourquoi cet événement a eu un impact aussi fort chez les citoyens français de confession juive et musulmane, et un impact qui a été plus intense qu'ailleurs en Europe et dans le monde. Pourquoi, en fait ? Posons-nous la question. Déjà, il y a un premier élément d'explication qui est tellement évident qu'on finirait presque par l'oublier. C'est-à-dire que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui héberge et abrite et concentre les plus fortes communautés musulmanes et juives d'Europe. Ça, c'est un premier élément. C'est extrêmement important de le dire. Alors, dans le mot communauté, comme je disais, je n'aime pas trop ce mot, je le mets entre guillemets, mais en même temps, il est bien commode, parce qu'il est bien commode, mais en fait, comme vous le savez très bien, il est très impropre à décrire la diversité des modes d'appartenance et d'identification à des personnes qui se reconnaissent comme juifs et musulmanes. Entre nous, si je vous demande ça à chacun d'entre vous, ce serait bien compliqué de répondre comme ça de façon très simple. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a en France, donc les citoyens français de confession musulmane sont issus dans leur écrasante majorité donc des descendants donc des migrations algériennes, tunisiennes, marocaines, qui ont suivi l'indépendance de ces différents pays. Quant aux juifs vivant en France, la très grande majorité de ces juifs proviennent également de ces mêmes pays du Maghreb au moment des indépendances des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a des citoyens français, des citoyens musulmans et juifs qui ont en partage un héritage commun, une histoire commune, le même espace, Algérie, Tunisie, Maroc, des langues communes,
le berbère et l'arabe, qui ont vécu les mêmes expériences coloniales et migratoires, même si ces expériences-là, elles ont eu des conditions spécifiques à chacun. Et il ne faut pas oublier, mais malheureusement c'est assez terrible parce qu'il y a un déni très fort. En fait, moi je suis aussi enseignante à l'université, je fais beaucoup d'interventions auprès de publics beaucoup plus larges, à quel point cette histoire elle est méconnue. Alors, elle est méconnue, oubliée, méconnue, disqualifiée, on ne sait pas trop. Je vais essayer de mettre quelques mots pour pouvoir décrypter avec vous justement cette histoire commune des Juifs et des musulmans de France. Il faut savoir aussi que cette histoire, cet héritage commun a produit une culture judéo-musulmane qui s'est maintenue sur près de 14 siècles et dont le souvenir ne subsiste qu'auprès de quelques témoins. C'est un monde, ce monde judéo-musulman, maghrébin, a quasiment disparu. Et ce monde a partagé plein de choses, en fait, des traditions, des littératures populaires, des langues, comme je disais, mais des répertoires musicaux, la cuisine, toute une série d'imaginaires et toute une série de composants culturels qui ont composé ces identités-là au monde judéo-musulman du nord de l'Afrique. Je ne dis pas que cette histoire a été idyllique, je ne dis pas que cette histoire a été absolument idéale, c'est une histoire, une coexistence qui s'est déroulée dans les heurts et malheurs de l'histoire sur la longue durée. Donc, si je résume, l'islam de France est d'origine maghrébine, dans sa grosse majorité, et le judaïsme en France est aussi en très grande majorité d'origine maghrébine. Je rappelle que quand les Juifs du Maghreb, quand ils ne sont pas partis en Israël et sont arrivés en masse en France, ils sont venus redynamiser un dynamisme français un peu moribond, un peu faiblard démographiquement et à redonner de la vitalité au judaïsme français. Et je rappelle aussi que ce judaïsme et cet islam donc, de France, qui a ses origines maghrébines, a cet héritage-là, qui est un héritage aussi de la colonisation française. Et que la colonisation française a eu un effet très, très important, un impact majeur dans le bouleversement des relations judéo-musulmanes. Et c'est cette histoire-là de bouleversement, cette histoire d'héritage qu'on va retrouver en France et qui est vraiment un enjeu pour moi qui me semble absolument phénoménal puisqu'en fait, nos dirigeants politiques n'ont pas été suffisamment, soit ils sont incultes, soit ils ont décidé que cette histoire n'est pas importante parce qu'en fait, quand il y a eu cet événement aussi grave du 7 octobre, plutôt que de monter en fait les citoyens les uns et les autres et de construire un lien citoyen, on devait être tous ensemble derrière cette horreur qui est arrivée, et cette horreur qui n'est que le résultat d'un processus de colonisation sur la longue durée, ne l'ont pas fait, alors que là, nous avons quelque chose qui aurait pu justement permettre de... Enfin, moi, j'y crois, je suis peut-être un peu naïve, mais peut-être un destin commun. Je continue à le croire, mais il y a quelque chose de très, très important, justement, dans cet héritage commun qui aurait pu être mobilisé pour construire d'autres narratifs, d'autres récits, et d'autres récits, en tout cas, sur cette citoyenneté. Donc, ce que je veux dire, c'est que, outre la colonisation, cette relation entre juifs et musulmans, elle a eu à subir des impacts très très forts en fait d'événements géopolitiques énormes. Je ne vais pas vous faire un cours du XXe siècle, hein. On est bien d'accord, mais en fait, voyez bien que ce XXe siècle, entre les deux guerres mondiales, entre la création de l'État d'Israël, entre la guerre froide, les nationalismes arabes, la décolonisation, les guerres israélo-arabes, les départs des juifs vers la France et vers Israël, tout cela a produit des mutations de fond, des accélérations de l'histoire, mais aussi, je dirais, des déflagrations, des dynamiques, mais aussi des turbulences et des grandes violences, justement dans cet espace-là, qu'est l'espace France, Maghreb, Moyen-Orient. Et ces relations-là, quand ces relations judéo-musulmanes, avec ces migrations très très importantes de la fin des années 50 et 60, elles vont se réarticuler, se transformer dans l'espace français, qui est l'espace d'accueil. Aussi, cet espace français va lui aussi être impacté, je tiens à vous dire aussi, par toute une série d'événements internationaux. Je vous prends juste un exemple qui est celui donc, de la guerre des 6 jours. En 1967, je pense qu'il
on est quelques-uns à penser que c'est vraiment l'événement qui annonce les éléments futurs de la radicalisation progressive des positions des uns et des autres. Le soutien majoritaire des Maghrébins de France à ce moment-là, à la fin des années 60, à la cause palestinienne. Je rappelle que c'est quand même un soutien qui s'est transmis aux générations plus jeunes et qui est une des composantes majeures de la culture politique, donc de ces générations-là, donc de ces générations de Français d'origine maghrébine. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça n'a pas empêché, effectivement, au cours de ces années, d'avoir des alliances formées entre des militants d'extrême gauche, maoïstes, juifs et étudiants musulmans radicaux. Mais il y a eu un engagement conjoint à la fois pour dénoncer le racisme autour de la question palestinienne et de porter un discours très critique envers l'État d'Israël. Et on va voir que justement ce discours très critique envers l'État d'Israël va être interprété, et on le sait, on nous le répète, c'est devenu cette espèce de rhétorique absolument insupportable, comme étant justement non plus de l'antisionisme, mais de l'antisémitisme. Et on le retrouve, mais ça, sa traçabilité véritablement depuis les années 60, on le voit très bien. Et il faut savoir aussi que ces relations-là entre juifs et musulmans en France, alors c'est bien de se décentrer un peu de la France, c'est qu'elles sont éprouvées également par ce qui se joue bien évidemment en Palestine et en Israël, mais par toutes les ondes de choc, en fait, de bouleversements géopolitiques internationaux. Je vous rappelle, quand même, il y en a eu pas mal. Révolution iranienne, guerre d'Afghanistan, les guerres du Golfe, le 11 septembre 2001, les intifadas palestiniennes. Elles vont vraiment aussi être, ces relations entre juifs et musulmans de France, être très éprouvées par ce qui va se jouer en France à partir des années 80, les répercussions des attentats de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, en 1980 et en 1982, tous les débats sociétaux autour de l'islam, alors l'islam en France ou l'islam de France, avec l'affaire, je rappelle pour les plus vieux dont je suis, l'affaire du voile de Creil en 1989. Et puis évidemment, avec une accélération, une espèce d'hystérisation de ce qui va se jouer, bien évidemment, avec les attentats sanglants qui ont été commis au nom de l'islam dans les années 2010. Alors, tout ce que je viens d'évoquer, donc depuis la fin des années 60, va catalyser, je dirais, un siècle de divergence politique du conflit entre, je dirais, juifs et musulmans. Alors, je ne vous ai pas parlé effectivement de comment la France s'est conduite, par exemple, en Algérie et a fait cette espèce de sélection très claire en accordant aux juifs d'Algérie la citoyenneté française en 1870 et en laissant les musulmans dans un statut de subalternité. Je rappelle que le mot musulman dans l'Algérie coloniale, ce n'est pas un terme pour désigner une religion ou une pratique religieuse, mais le terme musulman destine un statut subalterne, de subalternité, c'est-à-dire un statut donc de citoyen de seconde zone. Il est très intéressant de voir comment ce terme-là, dans l'imaginaire colonial français aujourd'hui, est réactivé aujourd'hui quand on parle des citoyens français, on dit de confession musulmane. Avant, on disait immigrés. Moi, dans ma génération, on disait des Arabes. Et aujourd'hui, on dit musulmans. Et moi, quand j'entends le terme musulman, ça me donne un petit coup de chair de poule parce que je me dis que quand même, ce terme-là, ce n'est pas un terme neutre, mais c'est un terme évidemment idéologiquement extrêmement puissant. Donc, tout cela va contribuer, je dirais, à intensifier les identités religieuses en les opposant et on va voir justement aussi une intensification des retours ou des allégeances à des identités nationales. Pour un certain nombre de juifs de France, on assiste à une identification de plus en plus forte à Israël, clairement. Là, on voit bien comment ça a switché, ça a basculé. Pendant très longtemps, les pays d'origine, même s'ils sont partis dans des conditions très particulières, rester des espaces de référence ne le sont plus. Et pour une composante des musulmans en France, on assiste à un retour aux identités nationales d'origine, je rappelle, avec le rôle très très actif des pays comme l'Algérie et le Maroc sur le contrôle de ce qu'ils appellent encore leur diaspora. Ça, c'est intéressant aussi, ce terme diaspora, pour des gens qui sont quasiment tous des binationaux en France. Donc,
Pour terminer, parce que je ne veux pas être plus longue, on m'a accordé un petit peu de temps, mais je pensais que c'était important de mettre ce cadre-là. Je dirais que si les divergences politiques sont très profondes au sujet du conflit israélo-palestinien, c'est le religieux qui devient pour la majorité d'entre eux le discriminant identitaire premier, et parfois avec des dérives complètement délirantes. Quand on va amalgamer judaïsme, sionisme, et que ça se nourrit de représentations antisémites, c'est absolument délirant. De la même façon, la figure du musulman va devenir progressivement celle de l'adversaire, puis de la menace, dans un contexte bien évidemment de violence et d'actes terroristes qui ont été commis en France et dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. Je dirais que ces deux représentations, réellement, entre le juif sioniste, tout ce qu'on veut, et entre le musulman, la menace, celui qui ne s'intègre pas, etc., je veux dire, ils hypothèquent tout dialogue. Ils instaurent un climat de suspicion, de fragilité. Je vous rappelle que quand même l'islam, c'est la deuxième religion de France, dont on ne retient que les expressions néo-fondamentalistes, qui sont supposés représenter l'ensemble des musulmans de France. D'ailleurs, sa surreprésentation dans le débat politique rend très difficile son acceptation apaisée dans le paysage religieux français. Et cette acceptation de l'islam est en permanence conditionnée par cette question récurrente: l'islam est-il compatible avec la République? Et je vous passe le reste. Et on voit bien comment la relation entre islam et État est régulièrement ébranlée par des heurts soit dramatiques, je pense notamment à l'assassinat de Samuel Paty et de ce qu'on en a fait en 2020, ou des polémiques qui n'en finissent pas. Je rappelle aussi que l'adoption on parlait de loi tout à l'heure, de la loi du 24 août 2021, qui est qualifiée de loi sur le séparatisme, en fait, qui conforte le respect des principes républicains. Cette loi, elle est jugée véritablement comme le point d'orgue d'un traitement stigmatisant à l'égard d'un islam de France qui est considéré potentiellement dangereux pour la République. Et le soutien aux Palestiniens, c'est pour ça que j'en reviens à pourquoi j'ai commencé par le 7 octobre, est jugé de façon réductrice et par un raccourci idéologique comme l'expression d'un islam français devenu agressif, anti-juif, mais également en connivence tacite avec l'islamisme terroriste. Et on voit bien comment le conflit israélo-palestinien et la question de l'antisémitisme en France sont l'enjeu d'une véritable guerre civile, intellectuelle. Enfin, regardez, écoutez un petit peu les tables rondes, les plateaux télé, la radio, etc. C'est quand même quelque chose. Je me dis, quand les historiens se pencheront sur cette question-là, ce moment-là de la France des années 2020, il y aurait véritablement à dire. Et on est sioniste comme pro-palestinien, dénonciateur de l'islamophobie comme contempteur de la judéophobie. Et entre les deux camps, tous les ponts sont coupés et aucune vérité ne peut émerger en fait de cette foire d'empoigne. Véritablement, je dirais qu'une vache ne retrouverait pas son veau. Et on voit bien comment cette dernière séquence marque une rupture largement. Cette dernière séquence, celle à laquelle nous assistons, nous vivons, que nous avons vécu, marque la rupture largement consommée entre juifs et musulmans. Et là, je me dis que nous avons affaire à un moment, pour moi, que je trouve extrêmement grave, et que malheureusement, nos représentants politiques et nos dirigeants politiques n'ont pas ni la compétence, ni la culture, ni certainement pas la volonté d'y mettre du sens et d'y mettre des mots pour apaiser, pour réconcilier, pour dire nous on est français d'abord avant d'être juifs et musulmans ou pro-palestiniens ou pro-israéliens. Ça c'est quelque chose de véritablement pour moi qui me consterne depuis que ça a commencé, et on a affaire véritablement, il me semble, à une irresponsabilité totalement criminelle, réellement. Je terminerai comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais passer donc maintenant la parole à Iman El Hamzaoui, qui est co-animatrice du livret thématique antiraciste et membre de la coordination nationale de la France Insoumise. Merci. J'aimerais débuter mon intervention en revenant sur un fait historique qui est, à mon avis,
trop peu évoqué dans nos rangs. Ce fait historique, ou plutôt cette période historique, est celle qui suit la période qu'on appelait la Reconquista. Pour rappel, il y a eu près de 8 siècles de présence musulmane en Europe occidentale, particulièrement en péninsule ibérique. Et le 2 janvier 1492, les armées d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon font tomber le dernier royaume musulman en Europe de l'Ouest, le royaume de Grenade. Et donc, ceci mettra fin au processus de reconquête chrétienne des terres ibériques. Et on sait que durant le règne musulman, les juifs, les chrétiens et les musulmans coexistaient plus ou moins pacifiquement. Il ne s'agit pas là, bien sûr, de tomber dans un quelconque angélisme, mais tout de même, ce sera sans commune mesure avec la répression féroce que feront subir les rois catholiques aux musulmans et aux juifs. Puisque ces nouvelles minorités religieuses seront soumises à un système de ségrégation très féroce qui se traduira très concrètement par de l'ostracisation, de l'assignation à des quartiers spécifiques, autrement dit de la ghettoisation, l'interdiction de certains emplois ou encore la contrainte de porter des vêtements distinctifs des juifs, des catholiques. Et ensuite, on demandera à ces juifs et à ces musulmans de se convertir au christianisme, sinon quoi, ils seront expulsés de leur terre natale. Certains vont le faire. Et fait inédit, ceux qui vont embrasser la foi catholique et tous leurs descendants resteront assignés à un statut de subalternité sociale parce que, disait-on, leur sang était impur puisqu'il avait été souillé par l'islam ou le judaïsme. Et bien sûr, tout cela culminera jusqu'à la décision d'expulsion définitive de toutes les personnes ayant eu un aïeux musulman en 1619 par le roi Philippe III. Alors on voit pourquoi cette période est très reprise et allègrement exploitée par l'extrême droite. Il y a quelque chose dans l'expulsion des juifs et des musulmans et des descendants de juifs et de musulmans des 15e et 16e siècles de l'ordre de la remigration chère à l'extrême droite. Zemmour appelle son parti Reconquête à dessein. Philippe Vardon en parle comme, je cite, d'un mythe mobilisateur autant dans son acception métaphorique que plus concrète, et je pourrais ainsi poursuivre les références. Mais ce n'est pas pour cela que j'en parle pour une toute autre raison. Cette raison, c'est que le ressort principal du processus de racialisation des musulmans et des juifs à ce moment-là a été le complotisme. On a considéré que des personnes christianisées, baptisés, qui avaient emprunté des noms catholiques, ainsi que tous leurs descendants, étaient une sorte de 5e colonne infiltrée qui avait pour but de détruire la monarchie ou la chrétienté dans son ensemble, qu'il fallait donc purger de ce danger hérétique. Et je pense qu'on trouve là les germes du dispositif représentationnel des musulmans et des juifs qui alimenteront l'antisémitisme et l'islamophobie durant les siècles suivants. Il me semble que la composante complotiste de l'antisémite n'est plus vraiment approuvée. C'est les fameuses théories du complot juif qui expliqueraient tour à tour la Révolution française, l'entrée dans la modernité, l'expansion du capitalisme ou encore l'essor du néolibéralisme. De l'affaire Dreyfus jusqu'au protocole des sages des Sions en passant par le Covid-19, l'antisémitisme trouve à chaque fois dans le conspirationnisme son expression habituelle. La chose, il faut le dire, est moins évidente dans le cas de l'islamophobie. Déjà, d'aucuns refusent d'utiliser avec beaucoup de véhémence le terme islamophobie, comme si ne pas nommer un fait social lui retirait toute existence objective. Passons cela. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que dès le XIXe siècle, la religion est un élément fondamental, comme le disait Karima, pour racialiser les colonisés d'Afrique du Nord. Les appareils d'État se sont appuyés sur les thèses d'Ernest Renan, un éminent philologue de l'époque, qui énonçait que la foi musulmane rendait le croyant hermétique à la science, racialement inférieur et in fine incapable de se gouverner lui-même. Et il faut savoir que cette idée d'une essence musulmane était si populaire à l'époque qu'on peut la résumer par ces mots de Maupassant qui disait que chez le musulman, et je cite ici Maupassant, donc, l'idée religieuse domine tout, efface tout. Et cette prévalence de la religion dans l'idéologie raciste s'est accentuée au cours des 20 dernières années et s'est teintée de conspirationnisme.
on nous explique que les musulmans ou les séparatistes ou les islamistes ou les fréristes, qui sont devenus des termes tout à fait interchangeables dans le débat public, sont en train d'opérer un grand remplacement, c'est-à-dire un remplacement des populations, un remplacement des cultures et des valeurs, dans le but d'anéantir la France, d'islamiser la France ou encore, disent-ils, de faire du colonialisme inversé. En somme, il y a l'idée d'une conquête musulmane qui, si elle ne se fait pas par les armes, se fait tout du moins par l'entrisme et la manipulation dans toute la société française et même dans ses institutions publiques. Et pour bien se rendre compte d'à quel point ce mythe est mis en avant, je vais vous citer quelques livres publiés sur le sujet. Les cloches sonneront-elles demain de Philippe de Villiers, Soumission de Michel Houellebecq, Takia de Mohamed Sifawi, tous les pamphlets d'Éric Zemmour, Le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Bacler, etc., etc. Aujourd'hui, en France, un musulman, et à plus forte raison une musulmane, est toujours coupable. Parce que si elle porte le voile, si elle visibilise le fait religieux, alors elle fait du prosélytisme. Et si au contraire, elle n'affiche pas sa croyance, alors elle pratique la taqiya. Par conséquent, je pense que le racisme conspiratoire est un dénominateur commun entre ces deux formes de racisme, et il me semblait important de rappeler cette histoire commune et cette matrice commune. Cela dit, il est également important de noter que depuis quelques décennies, il y a eu un réagencement du dispositif discursif qui fait du musulman l'ennemi principal immédiat. Et j'insiste sur le terme immédiat, sur lequel je reviendrai. Ce réagencement a notamment été permis par Batior, qui, par une réécriture complète de l'histoire de l'antisémitisme, a fait du musulman les véritables antisémites. Ce discours et ces variantes françaises de nouvel antisémitisme ou d'antisémitisme musulman ont eu un grand écho et ont été adoptés par une large frange de la classe médiatico-politique. Alors, peu importe si le préjugé antisémite par excellence des Juifs qui ont un rapport particulier à l'argent est partagé par plus de 30% de la population, alors que celle-ci n'est composée qu'à peu près 10% de musulmans, peu importe si la propension à l'antisémitisme s'accompagne à chaque fois d'une propension à l'islamophobie, peu importe si elle s'accroît au fur et à mesure qu'on va à droite de l'échiquier politique avec des scores records pour le RN, peu importe si ce dernier a des députés notoirement négationnistes et antisémites, peu importe tout cela, l'idée est de faire du musulman l'antisémite par essence, sans démonstration aucune. Et l'objectif de cette opération est double. D'une part, l'extrême droite, les héritiers des nazis, des collaborationnistes, des vichyistes ont bien compris, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du travail nécessaire qui a été fait sur la Shoah et contre l'antisémitisme, qu'il ne leur était plus possible d'exprimer leur antisémitisme comme l'ont fait leurs prédécesseurs. Mais ça reste indéniablement une composante fondamentale de leur projet, il ne faut pas s'y tromper. Et les Juifs restent tout autant que les musulmans leur ennemi principal. Dans ce contexte, l'opération de désignation des musulmans comme les antisémites originels leur permet de s'innocenter des crimes passés. C'est une façon de dire, certes, nous sommes les héritiers des nazis, mais le véritable danger, ce n'est pas nous, c'est les musulmans. D'autre part, et puisqu'il faut le dire particulièrement en cette période, cette construction du musulman antisémite par essence a permis aux alliés du gouvernement israélien, qui, je le rappelle, le soutiennent uniquement à cause d'intérêts objectifs et stratégiques, de légitimer la politique coloniale, génocidaire et impérialiste de ce gouvernement. Car si les musulmans dans leur globalité sont des vecteurs de l'antisémitisme, alors les Palestiniens en seraient quelque part l'avant-garde. Donc, peut-être que plus qu'une importation du conflit israélo-palestinien en Europe, comme certains le disent, il y a en réalité une exportation de la responsabilité des Européens blancs dans la Shoah et les crimes et les persécutions antisémites vers les Palestiniens. C'est dans ce sens-là que le gros du transfert s'est opéré en réalité. Merci Iman. Et maintenant, je vais passer la parole à Sarah Olga Rosenblum,
militante juive antiraciste, formée à la sociologie et à la critique artistique, et qui s'est spécialisée ces dernières années dans les enjeux autour de l'antisémitisme. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. J'espère ne pas trop répéter des choses qui ont pu être dites au fil de... voilà, mais je pense que ça ira, que je ne vais pas trop vous écraser. Alors moi, la question qu'on m'avait posée pour préparer cette discussion, c'était comment se former et mener la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui face aux instrumentalisations et aux assignations. Quelle voix juive antiraciste ? Et la question que j'ai envie de reformuler un peu, c'est comment mener la lutte contre les instrumentalisations et les assignations qui sont en soi des formes de racisme. Et comme la lutte contre l'antisémitisme n'est pas la seule lutte instrumentalisée ou récupérée aujourd'hui par la droite et l'extrême droite, je pense que c'est intéressant de se demander quelles sont nos stratégies en effet face à ces multiples confiscations de lutte. Mais pour revenir à l'antisémitisme, puisque quand il s'agit de parler d'antisémitisme, il faut dorénavant avant tout de savoir de quoi on parle, vu que ce mot est utilisé à des fins bien différentes de ce qu'il signifie. L'antisémitisme est un racisme, c'est le racisme anti-juif, qui est plus spécifiquement théorisé et défini par les nationalistes du 19e siècle. On pourrait le résumer par cette phrase de Maurras, un nationaliste bien connu de 1929. « Tout paraît impossible ou affreusement difficile sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. » Donc c'est un peu le propre du racisme, comment il peut simplifier l'organisation du monde. Donc c'est un racisme qui a connu plein de formes d'expression différentes, qui fonctionnent toujours sur les mêmes bases de la théorie de la race, issue de la suprématie blanche. Et le juif serait donc une race. Et donc par-delà la question religieuse ou ethnique ou culturelle, un groupe d'individus, peu importe son origine, désigné comme tel, comme juif. Ce groupe aurait la spécificité, comme le disait Iman, d'être au pouvoir, d'être à la tête d'un complot. Mais il a aussi la spécificité d'être nocif à travers différentes pratiques occultes. Donc le judaïsme serait quelque chose qui serait un peu une pratique archaïque, une sorte de trahison à la modernité qu'on lui a proposée d'abord par la chrétienté, ensuite par la laïcité. Et là-dessus, on peut retrouver des discours islamophobes très proches de ce genre de théorie. Donc les juifs sont perçus autant comme des outils de la modernité républicaine, c'est-à-dire ils sont autant perçus comme des freins à la modernité que comme des outils de la modernité. Et ça aussi, on voit l'islamophobie et l'évolution de l'islamophobie qui va dans ce sens-là. C'est cette double perception très paradoxale qui crée une confusion souvent très égarante pour comprendre comment fonctionne l'antisémitisme et pour les juifs eux-mêmes aussi. Mais c'est un terreau très pratique, très utile à l'instrumentalisation, parce qu'on peut trimballer la chose d'un côté à l'autre en permanence. Ce paradoxe, ça peut rappeler les questions de fémonationalisme, comment le fémonationalisme lui-même articule aussi des représentations racistes et sexistes. Je vous renvoie à ce sujet, par exemple, au travail de Milena Younes-Linhart, qui travaille sur les intersections sexisme-racisme et qui a pas mal étudié les assignations islamophobes et antisémites faites aux femmes, avec une représentation de la femme musulmane comme soumise et traditionnelle d'un côté, je parle maintenant contemporain, et celle de la femme juive qui serait émancipée et libéralisée. Ça pourrait être un bon condensé des manipulations de ces racismes et comment ils fonctionnent aujourd'hui dans notre système raciste. Donc l'antisémitisme, c'est donc un racisme qui fonctionne au sein d'un système colonial et racialiste qui n'est pas opposé au racisme colonial, comme l'a aussi rappelé Karima, et qui donc se mène à ces théories du complot, qui se retrouvent aujourd'hui et depuis de nombreuses années dans un racisme anti-musulman à travers notamment la théorie du grand remplacement. Je suis tombée récemment sur un article de Libération des années 90 qui décrit comment les juifs du 19e arrondissement à Paris sont communautaristes, obscurantistes, ont leurs propres pratiques alimentaires, de commerce, d'école. Et la lecture de cet article, c'était vraiment intéressant pour voir à quel point le discours ressemble au discours islamophobe actuel dans la presse et sont très proches aussi de comment a émergé la loi sur le séparatisme. Donc le juif, comme je disais, le juif en tant que figure, il peut être aussi bien colonisé, assimilé, blanc, arabe, noir. Il sera toujours racialisé comme juif. Et c'est cette catégorie qui est construite de manière raciste comme un bloc monolithique,
alors qu'il existe une multitude de judéités cultuelles, religieuses, politiques et de rapports différents à l'identité juive. Dans le contexte actuel, avec l'assimilation Israël-juif, construite au fil du temps depuis les années 40, cette multiplicité est gommée et même rendue obsolète. Et il est très difficile, en fait, de se penser même comme juif autrement que par Israël, puisque c'est ce qu'on nous assigne. On désigne dès lors les juifs comme soit israéliens ou pro-israéliens, soit des traîtres à leur assignation à Israël, s'ils refusent de se définir par cela. Alors même que dans ce refus, il y a aussi une multiplicité de positionnements politiques et de rapports sociaux de race et de classe en tant que juifs, et culturels aussi d'ailleurs. Même si, évidemment, comme le rappelait Karima, des mondes juifs, en l'occurrence judéo-musulmans, ont disparu, et donc c'est des mondes un peu à jamais perdus en termes d'identification. Comme on le sait, les structures idéologiques racistes sont persistantes. Ce n'est pas parce que le contexte politique change qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de loi anti-juive comme d'autres lois racistes le sont, anti-musulmans, anti-tziganistes. Mais il y a toujours une structuration de la société antisémite qui se matérialise aussi par des faits réels, des meurtres, du harcèlement, le complotisme qui a un vrai effet, des incendies des lieux communautaires, du négationnisme et de l'instrumentalisation qui est en soi une des formes de ce racisme et qui est très insidieux car ça donne l'impression de donner un privilège aux juifs alors que ce n'est pas le cas. Donc on le sait, depuis le 7 octobre, les rapports juifs-musulmans sont d'autant plus abîmés en France. On sent en tant que juif, pour parler de mon point de vue, comme cette situation arrange aussi une partie de la majorité. Les minorités raciales et religieuses se déchirent entre elles. Ça déresponsabilise en un sens la majorité. Et je pense qu'en effet, comme le disait Iman, la question d'Israël est très pratique pour cela. C'est un peu cette réalité qui permet un glissement progressif dans un discours actuel sur le judéo-christianisme, en croisade qui sera donc en croisade contre l'islam, que porte aussi Netanyahou d'ailleurs, mais pas que lui. Or, il n'y a pas de judéo-christianisme, tout comme il n'y a pas de judéité républicaine ou d'islam républicain, ou s'il y en a, il est tellement fragile qu'il faudrait vraiment nous demander si on doit y croire. Par contre, il y a bien eu un monde judéo-musulman et il y a eu un judaïsme européen, par ailleurs, qui a connu différentes formes d'assimilation, d'émancipation, d'aller-retour d'acceptation dans la société française, finalement jamais aboutie ou définitive et souvent trahie. Ce concept de judéo-christianisme il va être utilisé pour renforcer l'islamophobie et ça rejoint les réflexions qu'on peut avoir sur la théorie donc, du nouvel antisémitisme. Les auteurs de cette théorie mettent en avant un danger qui ne viendrait pas de l'extrême droite mais qui viendrait essentiellement des musulmans, de la gauche radicale et de certains milieux universitaires identifiés. C'est une théorie doublement raciste, c'est une théorie islamophobe, et une théorie qui minimise en réalité aussi l'antisémitisme car il le nie dans sa dimension systémique et structurelle d'origine. Donc voilà, ces réflexions pour en gros adresser un blocage, et peut-être qu'on pourra y revenir dans les discussions dans lesquelles les forces politiques et l'histoire nous ont mis, tous autant que nous sommes ici je pense. Il est devenu très difficile de parler d'antisémitisme et surtout de lutter contre l'antisémitisme dans tous ces blocages. On est pris au piège de l'instrumentalisation et il est facile de tomber dedans. L'instrumentalisation va servir des juifs et de l'antisémitisme comme un outil. La difficulté est que lorsque l'outil va être utilisé à des fins racistes pour renforcer d'autres racismes, c'est un piège qui va être redoutable. Comment on va trouver les moyens de lutter contre ce racisme ? Déjà sans tomber dans la mise en concurrence des racismes. Il est parfois compliqué de contrer la mise en concurrence des racismes sans l'alimenter et aussi sans renforcer les préjugés racistes, car l'instrumentalisation en fait renforce certains préjugés propres aux juifs, tels qu'ils contrôlent les gouvernements, les médias, le pouvoir, etc. Donc on est vraiment pris dans un cycle infernal. Je terminerai par juste une petite piste qui nous semble très importante pour nous avec ma camarade Pauline Bénichou qui est ici, avec qui on travaille beaucoup. Il y a quelque chose qui est vraiment urgent pour nous et qui doit être fait activement par le camp antiraciste, c'est une redéfinition de l'antisémitisme. Et notamment,
une redéfinition face à la définition hégémonique de l'IHRA, qui est utilisée aujourd'hui à peu près partout et qui permet d'utiliser l'antisémitisme à des fins répressives, car c'est une définition qui va qualifier l'antisémitisme par les critiques faites à l'égard d'Israël. Donc c'est un très bon outil pour restreindre et réprimer les mouvements sociaux, notamment les mouvements de soutien à la Palestine. Et donc se fonder sur une autre définition de l'antisémitisme qui vient de notre camp, à savoir en s'inspirant notamment de la définition de Jérusalem qui a été produite pour cela, pour contrer la définition de l'IHRA, ça nous semble être un outil très efficace pour recentrer le débat et se réapproprier cette question de la lutte contre l'antisémitisme, dénoncer les amalgames, les assimilations, les assignations qui sont faites entre juifs et sionistes, entre juifs et Israël, et nommant ces amalgames aussi comme une forme d'antisémitisme. Et enfin, pour finir, je voudrais appeler aussi à se réapproprier notre culture antisioniste juive, tout comme des mondes entiers juifs disparus dans la modernité et depuis la création de l'État d'Israël sont partis en fumée. Nous avons aussi perdu une culture politique radicale, une culture anticapitaliste, prolétaire, antiraciste, de lutte contre l'antisémitisme en diaspora et contre la détermination par l'État-nation. Et pour reconstruire ce monde, les Juifs ont besoin de tous leurs camarades.